Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Inspire. Aujourd'hui, je suis avec Mélissa Miron, maman entrepreneur à succès, coach et conférencière. Bonjour Mélissa. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bien, même chose pour moi, je suis vraiment très heureuse. Oui, ça fait un petit bout de temps qu'on essaie de se rencontrer et tout ça. Je suis très content que tu viennes nous partager ton expérience. J'aimerais ça aujourd'hui que tu me parles un petit peu de l'historique, en fait. Tout ce qui, avant la carrière de Mélissa, qu'est-ce que tu faisais avant de devenir coach et de décider d'étudier dans ce domaine-là? Ça a commencé comment? Bien, enfant, j'hésitais entre l'enseignement et la psychologie. Mais je venais de parents entrepreneurs, donc à quelques semaines de faire mes inscriptions au cégep, j'ai décidé d'aller en administration des affaires, en marketing. Okay. Tout un changement. Et je me suis spécialisée en tourisme. C'est ce qui fait que j'ai ensuite été 15 ans dans l'industrie touristique au Québec, principalement en agence de voyage. J'ai même eu ma propre agence de voyage pendant 6 ans. Et c'est au fil du temps que je me suis rendu compte de mon désir vraiment d'amener les gens plus loin, de les amener à l'aventure, de créer des projets par les voyages, d'accompagner des stagiaires, d'aller faire quelques charges de cours dans les écoles de tourisme. Et de plus en plus, ce qui germait, c'est qu'à un moment donné, j'allais travailler plus dans l'accompagnement, dans l'empowerment envers les gens, mais je n'avais pas l'impression qu'on pouvait étudier là-dedans. Okay. J'avais l'impression, un peu comme le mentorat, que ça allait peut-être se faire de soi à un moment donné dans ma carrière. Puis c'est quand je suis allée à une soirée conférence, puis que j'ai vu une publicité qui disait « Devenez coach de vie ou coach d'affaires », que je me suis dit « OK, on peut vraiment décider d'étudier et de faire ça. » Et ça a vraiment résonné quelque chose pour moi de dire, OK, je pense que c'est la prochaine étape dans mon parcours d'entrepreneur. Ça va être de redonner puis de stimuler l'entrepreneuriat autour de moi. OK. Alors, donc, la conférencière, c'est venu plus tard? Oui. Et si je comprends bien, c'est bon, le coaching, c'est souvent un à un. Oui, effectivement. Mais pour toi qui es orienté vers le public, ça suffisait pas, c'est ça? Fait que les conférencières, c'est-tu un peu ça qui... Bien, je pense qu'à la base, mon grand talent, c'est d'être communicatrice, d'aimer vulgariser, d'aimer partager des idées, échanger avec les gens. Mais j'étais une petite fille très gênée. Fait que je pense que j'ai traîné ça pendant longtemps, ce côté réservé, qui fait que je ne l'ai pas développé tant que ça. Et c'est quand j'ai eu des charges de cours dans les écoles de tourisme que j'ai réalisé à quel point j'aimais ça, interagir avec un groupe de personnes, favoriser les discussions, l'échange d'idées. J'adorais ça quand les gens n'étaient pas d'accord avec ce que je disais, d'aller chercher pourquoi, d'aller stimuler ça. Fait que rapidement, ce que j'ai vu avec l'approche de coaching, c'est d'aller combiner ça avec mes études et mon expérience en administration des affaires pour amener un côté plus humain, puis être en mesure de là dire « oui, j'ai envie d'être sur scène, j'ai envie d'interagir dans des groupes », puis d'amener les gens à la base à évoluer. Puis moi, en même temps, bien, je pense que j'honore mes talents. T'sais. Je trouve que c'est vraiment important de faire ce à quoi on est bon. Puis bien, moi, quand je communique, je pense que je favorise la communication puis l'échange avec les gens. Donc oui, l'aspect conférence, l'aspect scénique a pris plus de place dans les dernières années. Parfait. Si on revient au départ maintenant, ça a été quoi les challenges du début pour toi? Quand tu as commencé les études, j'imagine, et oui. tout ça? Bien, justement, on discutait un petit peu plus tôt, derrière les caméras. Je pense que le challenge dans une industrie de service à la personne, donc comme le coaching, comme plein de domaines de consultation, c'est que souvent, on va étudier pour avoir les outils, pour avoir notre approche en tant que consultant ou coach. Mais beaucoup de gens, ensuite, n'ont pas l'aspect entrepreneurial qui est inné. Donc, comment est-ce que je la remplis, ma pratique? Comment je me fais connaître? Comment je positionne mon service? Ce qui, pour moi, a été une force de par mon background en marketing. Donc, rapidement, j'ai pu percer, me distinguer peut-être de d'autres collègues des mêmes formations que moi parce que les notions de marché cible, les notions de parler aux clients en termes de besoins, de solutions, tout ça, c'était facile. Ce qui a été le défi pour moi, je pense que ça a été un peu mon empressement à vouloir mener de front, si on peut dire, la pratique de coaching privé, des formations, des conférences en entreprise, créer des événements, ce qui fait que j'avais toujours plusieurs chapeaux à la fois.
tu l'as dit d'entrée de jeu, bien, je suis maman. Maman aussi. Donc, j'ai un petit garçon de 7 ans qui était tout jeune à l'époque, qui avait 2 ans quand j'ai officiellement ouvert mon bureau. Donc, ça a peut-être été le défi et peut-être le conseil que si je pouvais aller me donner à cette époque-là, c'est que, tu sais, le temps prend son temps. Il y a une notion de timing, puis tu vas pouvoir toutes les faire, tes projets. Allons-y un à la fois. Puis je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont cette fougue-là, cette passion, puis ce désir d'avancer vite et loin. Puis en même temps, bien, des fois, il y a une notion d'opportunité aussi. Il y a des choses qui se mettent en place en un certain temps. Puis des fois, on travaille doublement plus fort quand c'est pas le moment, versus à d'autres périodes, on dirait que les astres s'alignent, puis le projet débloque, on a les bons collaborateurs, la perle rare se présente pour le stade de croissance qu'on est rendu. Fait que j'irais peut-être me dire, tu sais, sois patiente, tu vas pouvoir tous les réaliser, les projets. Fait que ça, tu l'as vécu dans le fond. C'est-à-dire que Ouais. tu as essayé d'aller vite, tu as vu comment tu as travaillé fort pour y arriver, Ouais. puis à un moment donné, tu as vu quand le temps est arrivé que c'était la bonne opportunité, comment c'était facile. C'est un peu ça que tu me dis. Oui, effectivement. Parce que pour moi, c'était important. Ce que j'ai réalisé rapidement dans mon entreprise, comme je pense le cas pour beaucoup de gens, c'est qu'on a différents chapeaux dans notre entreprise. Et pour moi, bien, seulement dans mon chapeau de coach, je n'étais pas satisfaite. J'avais besoin de l'énergie d'un groupe, d'être sur scène. Mais seulement sur scène, il me manquait quelque chose. J'avais envie d'accompagner des gens plus loin. Puis en même temps, j'avais envie de développer mes concepts, mes outils, mes objets que j'allais vendre, parce que ça, c'est mon côté entrepreneur. Puis de concilier tout ça, je pense que quand on est dans un démarrage d'entreprise, avec notre vie personnelle aussi, c'est peut-être ça le défi. Puis à vouloir tous les amener aussi vite, aussi loin, bien, des fois, on se rend compte qu'on aurait peut-être pu faire un après l'autre, puis on serait arrivé au même résultat en peut-être même moins de temps. Fait que c'est peut-être le conseil que je me donnerais, mais en même temps, ça fait l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, avec mes expériences. Puis, au niveau de la vie personnelle, la balance, est-ce que tu l'avais déjà ou tu l'as appris un peu sur le tas? Garder l'équilibre dans ton rôle de mère? C'est un apprentissage? Oui, vraiment. Moi, mes parents étaient dans un type d'entreprise plutôt saisonnier. Donc, j'étais habituée que quand c'est occupé, quand il y a des clients, bien, on oublie tout, on fait que ça. Donc, ça a été un peu un réflexe que j'ai eu pendant longtemps de dire, bien, on est en affaires, on est entrepreneur, bien, ça prend toute la place. Et rapidement, bien, quand tu vois ton enfant grandir, tu réalises qu'il y a des moments qu'on ne revivra plus. Même chose au niveau de l'équilibre du couple. Pour moi, c'est hyper important. Je ne pourrais pas être où est-ce que je suis si je n'avais pas un mari qui m'appuie, qui croit en mes projets. Puis c'est un travail d'équipe, tu sais, autant avec l'enfant qu'avec les tâches ménagères, qu'avec les projets qu'on a. Donc, pour moi, ça a été un apprentissage parce que j'ai une tendance à être très entière. Donc, si je suis dédiée à mon entreprise, bien, j'en mange. Je pense qu'à ça. Mais même chose, quand on passe 2 semaines en famille, bien là, je suis complètement là-dedans. Fait que ça a ses bons côtés aussi. Mais ça a été un apprentissage de créer les zones puis d'essayer d'harmoniser tout ça. Alors, est-ce que ça a été une harmonie de balance parfaite ou ça a été plus de faire des plages, des boîtes pour chacune des choses, me dire, bien, quand je suis là, c'est vraiment là que je mets mon énergie, peu importe si c'est 100% à chaque fois? Oui. Rapidement, ce qui m'a beaucoup aidé, moi, ça a été d'enlever la pression de la quantité puis d'aller vers la qualité. Donc, de dire, bien, peu importe la quantité de temps que j'ai avec mon fils, qu'on a en vacances, en couple, ou que j'ai pour écrire une nouvelle conférence, bien, je vais y aller dans la qualité. Je vais m'y dédier le plus possible. On ferme les autres portes, puis ensuite de ça, on passe à autre chose. Puis ça, je pense que c'est pas toujours évident. On a tendance, surtout à l'ère moderne qu'on est, avec nos téléphones, avec nos ordi, à faire plein de choses en même temps, puis on s'étourdit plus qu'autre chose. Je suis content de t'entendre dire ça parce que c'est probablement une des choses qu'on voit souvent. Oui. C'est-à-dire que les gens se sentent coupables Oui. parce qu'il n'y a pas une balance exacte. Mais en effet, si la qualité y est, tu te sens bien, tu es dans le moment présent pendant que tu le fais.
Bien, ce que j'ai réalisé rapidement, ça a été avec mon fils. Moi, je dis souvent, grâce à mon fils, je fais toutes les expériences possibles et imaginables parce qu'un enfant, ça répond tellement bien aux exercices qu'on essaie de mettre en place. Puis ce que je me rendais compte, c'est que si j'étais avec lui, mais que j'écrivais en même temps, je prenais des notes, j'avais l'ordi, bien, il était constamment en train de vouloir attirer mon attention. Des fois de façon agréable, d'autres fois un petit peu moins, en faisant des dégâts, parce qu'il voulait mon attention. Tout à fait. Versus 5 minutes de pleine attention, il était satisfait. Puis il partait jouer tout seul. Que ça y en prenait pas tant que ça. On a souvent l'impression, on se dit « Ah, tantôt, je vais me dépêcher à faire ça, puis je vais avoir plus de temps, plus. » Mais l'enfant, c'est pas de la quantité qu'il veut, c'est de la qualité. Donc, quelques minutes, juste à le regarder, lui, sans rien d'autre, ou à jouer avec son jeu, à 2 ou 3 ans, il était satisfait, puis il partait jouer avec autre chose, puis c'était correct. Donc, je me suis dit, bien, probablement que je peux appliquer ça dans d'autres sphères, que c'est pas si long qu'on pense. Si on a une qualité de présence, ça fait la job, comme on dit. Puis c'est la même chose, moi, j'écris beaucoup d'articles de blog pour différentes plateformes. Bien, ça me prend pas 2 heures les écrire, parce que maintenant, je ferme tous les réseaux sociaux, je ferme mon cellulaire, puis là, j'écris. Donc, il y a comme, je pense, des connexions qu'on se fait aussi, puis on développe une façon de travailler à l'intérieur de nos nouvelles habitudes qu'on crée. Est-ce que tu dirais que tu es une femme d'affaires super disciplinée? Pas du tout. Non? Moi, ma valeur première, c'est la liberté, et la deuxième, c'est le plaisir. Donc, la discipline vient assez loin là-dedans. Je suis une fille de changement, je suis une fille de spontanéité. Donc, c'est un défi pour moi de se créer une routine ou un cadre. Mais ça a des bienfaits. Donc maintenant, c'est que je me crée mes habitudes, mes routines, parce que l'absence totale de cadre ou de discipline, bien, c'est pas plus la liberté. Puis ça, je l'ai expérimenté. En voulant une liberté totale, bien, on se rend compte qu'on n'est jamais libre. On a toujours quelque chose qu'on a oublié de faire. On est toujours en train d'être connecté avec plein de ficelles. Fait que de mettre des cadres qui font que quand je suis en famille, bien, je le sais maintenant que parce que j'ai des processus en place, ah non, c'est correct, ma liste m'attend, ça va être correct pour lundi, ma planification est faite, donc je suis capable d'être dédiée. La bonne nouvelle de ça, c'est que c'est un défi, mais ça se fait. Okay. Je le dis en blague à mon fils des fois, si maman est capable de le faire, tu vas être capable. Parce que c'était vraiment pas inné pour moi, mais ça a été un apprentissage, puis maintenant, ça me sert, puis ça me permet de faire croître mon entreprise beaucoup plus loin que j'aurais pu penser. Est-ce que tu t'es fait aider? Est-ce que tu as eu l'aide d'un coach? Oui. Oui. Je crois vraiment que c'est important de se faire accompagner dans différentes sphères de nos vies, mais surtout en entreprise, parce que l'entrepreneur est collé dans sa réalité, dans sa façon de faire les choses, ses procédés, ses recettes de fabrication, peu importe. Donc, d'avoir la distance nécessaire pour prendre les bonnes décisions dans toutes les facettes de l'entreprise, je pense que c'est se mettre une pression inutile. Donc, moi, je suis allée vers à certains moments, des coachs de vie pour m'aider plus au niveau de l'harmonie familiale, m'aider à me retrouver un petit peu, comment je voulais que ça se passe, ma combinaison, vie personnelle, vie d'affaires. Puis, à d'autres moments, bien, je suis allée vers des consultants qui faisaient plus du coaching au niveau des processus, au niveau de la gestion d'horaire, de croissance, parce que pour moi, c'est un maillon qui était plus faible. Puis, je pense que c'est important d'aller vers des gens pour qui ça, c'est la force. Puis ça, c'est leur plaisir pour être capable d'aller retirer le maximum puis de créer ce qu'on a besoin pour avancer. Je suis persuadée que nos auditeurs aimeraient savoir comment tu te prends pour trouver ces aides-là. C'est quoi ton approche? Par référence. Référence? Oui. Moi, j'ai si je peux dire, 2 critères principaux que je vais regarder, c'est-à-dire dans mon réseau. Moi, je suis très active dans différents réseaux d'affaires, les chambres de commerce. Donc, dans mon réseau, est-ce que j'en connais de près ou de loin? Okay. Parce que c'est une philosophie d'affaires que je prône, d'aller vraiment se bâtir un réseau de contacts. Et si je n'en connais pas, qui dans mon réseau, avec qui j'ai des bons liens de confiance pour dire « Hey, toi, as-tu déjà utiliser tel professionnel, est-ce que tu aurais une référence? » Et le deuxième critère pour moi, bien, je suis très axée au niveau, dans beaucoup de domaines, de l'achat local. Donc, même chose au niveau des professionnels. Si ce que je recherche, c'est une profession ou un type de service qui en a partout, bien, je vais d'abord aller près de moi, près de mon réseau ou dans ma région où moi, je propose des services et des affaires parce que je crois que la richesse passe par là aussi au niveau de l'entrepreneuriat. Puis maintenant,
en tant que coach, c'est quoi tes défis au niveau comme entrepreneur? Bien, c'est le renouvellement de clientèle. OK. Je dis souvent à la blague, meilleur coach je deviens, moins longtemps les clients restent avec moi. Ouais. Parce qu'ils sont en mesure de faire leur stade de croissance plus rapidement. Fait que je dirais le défi pour moi, c'est de constamment alimenter le bassin d'entrepreneurs et en même temps de continuer des relations avec mes clients existants. Parce que pour moi, c'est important de continuer à offrir des outils, de continuer à rester disponible, même si concrètement, on ne travaille plus ensemble à chaque semaine, mais de dire, ben oui, je reste là, je peux te proposer des exercices, je peux être une oreille attentive, tu peux me faire évaluer un pitch parce que tu t'en vas proposer à une nouvelle entreprise. Donc, c'est un peu le défi de nourrir la clientèle et en même temps d'aller toujours chercher un bassin de nouveaux clients qui ont envie de travailler avec moi. OK. Puis là, en plus de ça, bien, tu organises des événements. Oui. Parce que là, évidemment, ça alimente ton côté conférencière. Ouais. Mais tu as aussi des conférenciers invités. Oui. Parle-nous un peu de ce projet-là, comment c'est né Bien, présentement, les événements que j'organise s'appellent Oser le succès, qui était mon slogan dès le tout début de ma pratique de coaching, puis qui a pris la tournure d'un événement philanthropique, entrepreneurial et authentique. C'est né dans le bureau de ma coach de vie, donc oui, je me fais accompagner, à un moment où ce que j'essayais de développer au niveau des conférences ne fonctionnait pas à mon goût, puis que j'étais beaucoup dans la résistance. Et à me dire, pourquoi ça marche pas? Puis comment ça qu'il y en a que ça fonctionne, moi ça fonctionne pas? Puis elle m'a dit, OK, mais si toi, tu pouvais créer la conférence idéale, ce serait quoi? Et ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais envie de partager la scène avec des conférenciers que je trouve intéressants, que je trouve inspirants. Puis j'avais envie de créer un rassemblement d'entrepreneurs dans un contexte très authentique, beaucoup misé sur la personne d'abord, avant ce qu'on fait professionnellement. Et j'ai un désir de mettre en valeur les entrepreneurs. Donc, à ça, il y a une foire avec différents kiosques qui permet de mettre en valeur des entrepreneurs. Et c'est mon côté philanthropique. Tout petite, l'autre chose que je me disais, c'était un jour, quand je vais avoir assez d'argent et assez de temps, moi, je vais juste organiser des événements et des levées de fonds pour des fondations. Okay. J'avais ce projet-là. Puis, en 2016, j'ai décidé que je n'avais pas assez d'argent ni de temps, mais que ça allait faire partie de ma vie, mais je ne savais pas comment. Alors, les événements sont toujours au profit d'une cause qu'on choisit à chaque édition et ça permet à des entrepreneurs qui sont en démarrage, à des travailleurs autonomes, de contribuer aussi parce que souvent, ce n'est pas nécessairement des types d'entrepreneurs qui peuvent faire des gros dons corporatifs. Donc, de se rassembler ensemble pour faire une différence dans la société. Moi, je pense que c'est vraiment important en tant qu'entrepreneur. On n'a pas la responsabilité de redonner, on a le privilège de redonner. On est à un stade où on a pris notre vie en main, on veut changer le monde par ce qu'on fait, mais par de petites actions, on peut changer notre société autour de nous. Puis je pense que c'est un privilège de pouvoir le faire puis de s'unir là-dedans. OK. Puis là, qu'est-ce qui va venir maintenant comme projet qui va se rajouter à ça? Parce que là, évidemment, l'événement revient l'an prochain. L'événement revient au mois d'octobre 2017, donc le 3 octobre 2017, et ça va devenir un événement annuel, toujours à l'automne. Oui. Et le printemps va maintenant être réservé pour un nouveau concept un peu à la bootcamp pour entrepreneurs, solopreneurs, vraiment pour développer la qualité d'être en affaires. Okay. C'est-à-dire moins axé sur le comment faire les choses, mais comment devenir entrepreneur. Comment on développe nos compétences d'entrepreneur, comment on se met en priorité dans nos entreprises, dans nos vies, et ça par l'apport toujours de ressources autour de moi, de conférenciers, de formateurs, mais aussi dans un contexte qui va favoriser de revenir à soi, de revenir au pourquoi on voulait être en affaires, de pourquoi on est entrepreneur. Donc, c'est ce que je suis en train de développer pour le printemps 2018. Ouais. J'aimerais ça que tu nous parles des bons coups, des opportunités que tu as eues. Qu'est-ce qui a été le fun que tu as vraiment allumé? Bien, il y a plusieurs bons coups et de plus en plus, je suis en mesure de les nommer et de les assumer. Ça, c'est quelque chose que je dis à beaucoup d'entrepreneurs. Cessons la fausse modestie. Il y a une différence entre assumer ce qu'on a fait pour en être fier puis se vanter à outrance. Tout à fait. Mais il y a deux choses qui me viennent en tête quand tu me poses la question. Premièrement, moi, j'ai longtemps voulu aller en politique.
Puis je trouvais qu'il y avait quelque chose, c'était mon désir de changer le monde, je pense, qui était là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai désillusionné, puis j'ai décidé d'aller ailleurs. Mais il y a 2 ans, on m'a proposé d'aller donner des conférences sur le leadership dans les conseils étudiants au secondaire. Puis ça, pour moi, c'était un bon coup qu'on pense à moi, que mon propos pouvait s'appliquer à des jeunes et de donner des formations à des jeunes de 11 à 16 ans qui veulent changer le monde. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'était vraiment beaucoup plus loin que ce qu'on peut amener à des adultes qui ont une conception de ce qui est faisable ou non. Et à ces jeunes-là qui prenaient autant à cœur de changer le code vestimentaire de leur école que des projets sur le compostage, tu sais, qu'il n'y avait pas de nivellation. Tout était important puis méritait un droit de parole. Fait que ça a été vraiment un bon coup de dire oui, parce que ça m'a amené quelques conférences dans d'autres écoles. Puis c'est quelque chose que je voudrais développer un petit peu plus parce que j'ai trouvé que ça m'a permis de grandir en tant que conférencière et formatrice, aussi d'adapter tous mes propos pour des gens de, des fois, 11, 12, 13 ans. Fait que ça, c'est un de mes bons coups que j'aime bien. Et l'autre, ça a vraiment été d'intégrer la philanthropie dans mon entreprise. Je trouve qu'il y a encore certaines réticences pour beaucoup de startups ou de solopreneurs à donner. Il y a souvent la culture, quand tu seras à profit, quand tu auras de l'argent, tu redonneras. Alors que du moment où j'ai décidé que moi, mon chemin de succès allait passer par la philanthropie, plus je donne, plus je reçois. Ça fait très ésotérique comme concept, mais vraiment, je pense que ça a été un des meilleurs coups de dire les événements, les trucs que je vais créer vont servir à donner de la visibilité, vont servir à redonner des profits, vont servir vraiment à la mesure où je suis rendue, mais de redonner plus que ce que je veux recevoir, de créer une énergie autour de moi qui est en lien avec qui je suis. Tu sais, c'est des valeurs vraiment importantes, fondamentales pour moi. Et c'est venu vraiment donner, si je peux dire, le coup de grâce que ça prenait pour vraiment que mon branding soit aligné sur moi, puis de dire, ouais, tu sais, quand Mélissa a dit qu'elle est authentique, je pense que c'est vrai. Elle le fait pour les bonnes raisons, qui ne sont pas seulement un mandat lucratif monétairement. Fait que ça a été vraiment un super bon coup en 2016 d'intégrer beaucoup la philanthropie dans tous mes projets d'entreprise. C'est d'actualité d'être dans l'économie du partage en ce moment. Ouais. Fait que ça aide tout le monde. Donc, j'imagine que ça t'enrichit toi aussi sur le plan personnel de voir ces entreprises-là qui profitent des occasions, des opportunités que tu leur fournis aussi. Oui, tellement, parce que je pense qu'il y a une méconnaissance. Quelqu'un me disait récemment, tu sais, quand tu dis que ton événement, c'est un événement philanthropique, il y a bien des gens qui ne savent pas c'est quoi, on pourrait l'appeler autrement. Puis je disais, non, je nivellerai pas par le bas. Tu sais, maintenant, on n'a même plus besoin de dictionnaire. Google philanthropie, trouve ce que c'est. Puis je pense que c'est important de dire, bien, tu sais, la philanthropie, la définition du dictionnaire, c'est aimer l'humanité, puis contribuer à des causes et à des projets qui nous font vibrer. Donc, ça peut être de plein de façons, puis c'est pas obligé d'être compliqué. Ça peut être tout simplement avec un organisme de notre communauté, mais comme ça peut être aussi de faire rayonner, de partager, comme tu le dis, puis d'être plus orienté vers qu'est-ce que tu veux offrir dans le monde, que qu'est-ce que tu t'attends à recevoir. Et je pense que l'entreprise moderne est vraiment basée là-dessus, sur une proposition différente, distinctive qu'on peut apporter dans le monde. Bien, Mélissa, c'était très inspirant de t'avoir aujourd'hui. Merci. Merci pour ce partage-là. Je suis persuadé que nos auditeurs ont apprécié. Il y avait quand même un bon partage d'expériences personnelles et on a vraiment hâte de voir où est-ce que tu vas continuer à aller dans tes beaux projets. C'est certain, en tout cas, que moi, je vais encore être à ton événement l'an prochain. Merci. J'ai vraiment aimé ça cette année. Puis je trouve que c'est vraiment gratifiant de voir toute la richesse que tu partages avec tout le monde, autant sur le plan personnel que d'aide financière que tu peux leur apporter. Alors, félicitations et merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast. Merci. Bien, merci de l'invitation. Ça a été un réel plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup d'avoir suivi notre podcast et à bientôt.